Bonjour, merci de Bonjour. nous accueillir. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vous, De et moi? du lieu dans lequel on est aujourd'hui? Qui je suis? Ben, un humble monsieur. Mmh. Finalement, je me suis intéressé aux plantes depuis l'âge de 5 ans parce que j'étais surpris. Mon père, justement, m'a incité, il voyait que j'aimais les plantes, donc il m'a acheté un jour des graines et puis on s'est fait une petite jardinière. Il m'a dit: «Tiens, voilà, tu mets du terreau, tu sèmes dessus, tu arroses et puis tu le mets au chaud». Ah bon, au chaud? Alors, on était en Alsace, à Mulhouse à l'époque, et puis dans la maison, on dit: «Tiens, au chaud, bah, je vais le mettre sur le toit de l'armoire parce qu'il fait chaud en hauteur». Oui. Hop, j'ai posé ma petite jardinière sur le toit de l'armoire, puis je l'ai oublié. Puis au bout de 3 jours, je dis: «Mince, mince!» Je suis monté sur le radiateur à côté, puis j'ai vu une Mmh. verdure. Il m'avait acheté du cresson, OK. Mmh. le cresson qui germe en Mmh. quelques heures, Oui. donc j'ai vu là, waouh! Il y avait rien et puis au bout de 3 jours, il y avait une verdure. Ça a été le début de ma passion qui est Oui. encore là aujourd'hui, quoi, hein. Donc ma vocation, elle est née là, à ce moment-là, quoi. Après ça, j'ai arraché les fleurs dans les massifs de partout. J'ai fait mes herbiers. À 12 ans, j'avais des herbiers magnifiques. M'a acheté des livres avec les noms latins pour que je fasse mes cartouches. Puis après ça, quand, en 3e, on me demande: «Qu'est-ce que tu veux faire?» Je dis: «Ben, j'aimerais faire des fleurs, des légumes, j'aimerais faire des plantes». Ouais. «Ben, où est-ce qu'on fait ça?» Il me dit le prof, «Ben, je sais pas». Mmh «Ben, mh. renseigne-toi». Et puis à l'époque, il y avait que 5 écoles d'horticulture, donc Guénèche, à Saint-Brieuc, Antibes, Ouais. à Bordeaux et ailleurs. À Antibes, on m'a refusé. J'ai dit: «Oh, qu'est-ce qu'un gars du Nord va faire chez nous? On n'en veut pas». Donc je suis allé à Saint-Brieuc où j'avais un oncle qui habitait, donc j'avais un peu de famille, donc ça a rassuré mes parents, donc et là, j'ai vu les doubles béchat, la French méthode, Mmh. là, j'ai vraiment appris pendant 3 ans et puis après ça, j'ai continué. Donc j'ai appris tout ça, puis après ça, pour gagner ma vie, en étant étudiant, ben, les collègues faisaient des jardins, donc j'ai dessiné des jardins. Mmh. J'ai un don, je dessine bien, donc et Mmh. puis j'ai ce don de voir un no man's land et d'imaginer ce qu'il va y avoir dessus. Ouais. J'ai plus qu'à le dessiner. Donc j'ai payé mon permis et ma voiture avec le premier chantier, dit: «Oh là, c'est fabuleux!» Ouais. Donc j'ai dessiné des jardins pendant 40 ans, et en me disant: «Je ferai des légumes quand je serai vieux». Mmh. Donc à un moment donné, je suis retourné à l'agriculture. Heu, Partout où je vais, je suis président de l'association dans laquelle je rentre, donc j'ai été président d'Agribio 06. Ouais. Et là, tous les maires sont venus: «Monsieur le président, est-ce que vous n'avez pas un maraîcher qui pourrait venir sur mes 2 000 m² dans mon village?» Ça, c'était en 2012-2015. Je dis: «Non, ils ne savent pas faire, hein». Et à force d'avoir ces questions, j'ai cherché, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc Formé. j'ai fouillé internet, maraîchage en petite surface, Moreau d'Averne, tout ça. Je ne connaissais pas Moreau d'Averne. Donc j'ai acheté le bouquin et puis en le lisant, je dis: «Mais c'est ce que j'ai appris à l'école, hein». Donc je l'ai stabiloté de tous les côtés, je dis: «Mais c'est ça qui sauve le monde aujourd'hui». Mmh mh. Donc je suis reparti dans mes souvenirs, dans tout un tas de choses. J'ai réécrit mon propre livre, hein, pour, matérialiser tout ça et à la sortie, on m'a dit: «Mais où est-ce qu'on apprend?» Alors, il dit: «Merde, ouais, si on apprend, moi je ne m'appelle pas, d'un nom d'un président célèbre qui vous dit d'aller sur le trottoir d'en face pour trouver du travail». Et j'ai dit: «Bon, il faut que je m'y mette, quoi». Donc, je dis: «Bah, je vais créer un centre de formation». Ouais. Donc j'ai réappris un autre métier parce que créer un centre de formation, c'est pas simple, hein, c'est compliqué, c'est structuré, c'est calibré. Mmh. Je ne peux pas le faire comme ça. Donc j'ai investi pour me former et autres. Et puis donc voilà, de fil en aiguille, on est arrivé ici. Ici, on est, à l'Institut Moreau d'Averne, donc un centre de formation professionnelle pour adultes, hein, qui permet à des gens de changer de métier. Ils en avaient marre de leur ancienne profession, hein, quelle qu'elle soit, entre, 30, 40, 50, 60 ans même, hein. Il y en a qui ont eu des mises au placard, dans leur profession, d'autres qui en ont marre, comme, Olivier qui est là, il en a eu marre, il a démissionné, sans se soucier de chômage et autres. Et puis ils avaient toujours en tête, dans un retour à la nature. Mmh. Et ce retour à la nature, quand on n'a rien, qu'on ne sait rien faire, c'est le maraîchage qui est la porte d'entrée. Ouais. Parce que le maraîchage, on a toujours vu ou ses parents ou ses grands-parents faire un peu des petits jardins. Donc c'est quelque chose qu'on a vu pousser. Peut-être quand on était petit, notre père nous a aidés à semer quelques Mmh. radis et hop, ça pousse, et donc c'est la porte d'entrée pour le retour à l'agriculture. Donc ici, on apprend à devenir, un maraîcher ou une maraîchère, parce qu'il y a des femmes, Mmh. professionnelles et chef d'entreprise. C'est le but. Le but, c'est de quitter le salariat pour devenir à son compte, chef d'entreprise. Parce que si, quand on va travailler en agriculture, on n'aura toujours que, le SMIC, Oui. en règle générale, un tout petit salaire, donc c'est pas la peine de quitter des postes à 5 000 6 000 €.
pour aller gagner, 1 200 € net, donc ça, c'est pas il va y avoir un an de formation. Donc ce même travail, quand on le fait à son compte, on va gagner le double ou le triple. et donc vous les accompagnez sur un an et de quelle manière est-ce que vous les accompagnez exactement? Et ben, je leur donne 1 000 m², qui est la surface qu'un être humain est capable de faire tout seul, Mmh. avec la méthode, traditionnelle française. Donc il y a un calendrier bien précis et sur ces 1 000 m², ils commencent tout de suite comme s'ils étaient chefs d'entreprise. D'accord. De suite, hop, Que mais le temps, on y va. ben oui, parce que sinon c'est pas la peine, hein. Oui, oui. Donc on prépare son terrain, on va faire ses semis directs, là, carottes, salades, enfin des navets, des betteraves, les radis qu'on va mettre en pleine terre. Mmh. Ils font des semis en pot aussi, donc pendant que tout ça pousse, on continue de préparer le terrain D'accord. et petit à petit, ben, les récoltes arrivent et petit à petit, les 1 000 m² se remplissent et on est là à plein temps. Sinon, on donne un coup de main aux collègues, à la collectivité, mais c'est surtout le fait d'apprendre à faire des gestes Mmh. répétitifs. Les techniques maraîchères sont assez simples en général, hein, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'être un ingénieur agronome pour faire les choses. Donc ces techniques simples, eh ben, une fois qu'on les a acquises, c'est comme le piano, hein, on fait au clair de la lune avec 2 doigts, puis à la fin de l'année, on joue un petit morceau et puis petit à petit, on va jusqu'au premier prix et on donne des concerts. Mmh. Donc ça se perfectionne, mais la technique est simple. Par contre, c'est la répétition. C'est important. Il faut revenir tous les jours, il faut observer, il faut arriver à comprendre comment ça marche et puis il faut semer toute l'année. Mmh. On va semer en gros 80 000 petits godets qu'on va repiquer, donc ça fait 6 000 ou 7 000 par mois. Mmh. Donc c'est du travail. Il faut récolter, il faut désherber, il va falloir préparer ses commandes, palisser aussi après ça, donc mettre ses échalas, et bourgeonner les tomates. Donc Mmh. il y a tout un tas de travail à faire sur les légumes, hein, et semaine après semaine, il faut qu'on prenne l'habitude de le faire. Oui. On a des stagiaires qui sont passés une fois là: «Ah, il a fait les semis». Tranquille, comme si c'était chez son grand-père, quoi. Ouais, Il dit: «Oui, mais la semaine prochaine, on recommence oui. et puis celle d'après et puis celle d'après». Donc c'est ça qui est problématique, hein. Donc il faut arriver à prendre ces habitudes-là. Donc c'est ce que je leur dis au départ, il faut prendre cette routine du travail. Oui, et du coup, au-delà du côté opérationnel, est-ce qu'il y a quand même un côté théorique que vous faites, auprès Oui, bien sûr. des personnes que Mmh. vous accompagnez? Il y a 80 de pratique et 20 de théorie. D'accord. Il y a des cours régulièrement. Mmh. Donc qu'est-ce que c'est que l'agriculture? Où est-ce qu'on met les pieds? Mmh. Donc le premier cours, c'est ça, hein. On est là-haut, la pyramide et puis la pyramide inversée, donc j'arrive et qu'est-ce que c'est que ce grand monde agricole? Oui. Où est-ce que je mets les pieds? Et après ça, on se rétrécit sur la micro-agriculture qu'on pratique sur 1 000 m², parce que, on est les seuls à le faire aussi petit. Donc ce monde agricole a tout un tas de caractéristiques qu'il faut apprendre pour pouvoir en parler et puis savoir où on met les pieds. Moi, si je dois aller dans l'informatique, j'y connais rien, donc il faudra bien qu'on m'apprenne de quoi il s'agit, quoi, hein. Mmh. Complètement. Après ça, c'est, qu'est-ce que c'est que le sol? Notre outil principal, comment il marche? Après ça, qu'est-ce que c'est que la botanique? Comment sont constituées les plantes? Comment elles mangent? Comment elles respirent? Comment elles vivent avec le soleil? Heu, Après ça, la réglementation européenne, et après ça aussi, tout ce qui est comptabilité. Qu'est-ce que c'est qu'une petite entreprise? Oui, Donc puisqu'on doit être chef d'entreprise. Donc il faut absolument arriver à faire, l'apprentissage de tout ça. et si on arrive à gérer 1000 m², est-ce qu'on arrive à gérer une entreprise finalement? Oui, parce que sur 1 000 m², c'est une micro-entreprise. Mmh. Donc on va s'installer en tant que micro-entreprise agricole, D'accord. avec son identification, son SIRET, sa comptabilité, ses achats, ses ventes, la TVA. C'est une véritable entreprise OK. et 1 000 m², c'est pour apprendre à faire, 50-60 espèces, contreplantées en mélange. Mais on peut mettre à côté, comme les melons, les courges, les cucurbitacées, tout ça s'étale sur le sol, on peut les planter à côté. Oui. Mmh. On trouvera jamais une parcelle de 1 000 m², ça sera toujours 3, 4, 5 000, hein. Mmh. On va faire nos 1 000 m² comme à l'apprentissage ici et on va mettre des pommes de terre, OK. on va mettre les melons qui vont toucher, les potimarrons, les courges, les butternuts, tout ça, on va les laisser libres. Donc on peut cultiver beaucoup plus, bien sûr, mais on fera l'essentiel de son chiffre d'affaires sur ces 1 000 m² où il y a des rotations toute l'année. Et dans le côté théorique, j'ai cru comprendre que la biodiversité avait une importance, particulière, chez vous parce que vous êtes en bio, 100 bio. Quel est, votre, Il y a Oui? bah, comment est-ce que vous Il y a pas prenez? plus bio que ça. Donc comme je l'écris même dans tous mes livres, donc je leur raconte ça, je leur offre mes livres, au départ pour qu'ils puissent avoir un peu de référence, par rapport à tout ce qu'on lit sur internet. Donc
sur la parcelle qu'on a ici, déjà, la biodiversité, c'est l'association de toutes les cultures qu'on a. On a on essaye 70 espèces différentes, plus toutes les variétés dans chaque Mmh. espèce, donc ça fait quand même beaucoup de monde. On va réduire un peu parce qu'il y a des choses qui ne sont pas intéressantes, comme les choux. Cultiver un chou pendant 6 mois pour vendre une tête à 1 €, c'est pas très intéressant. Ouais. Ils sont souvent avec beaucoup de maladies, donc c'est perdre son temps. Sur une petite surface, on ne peut pas tout faire. Après ça, on a tous les passe-pieds, on a les autour, tous les parcelles autour où on laisse pousser l'herbe, Oui. qui abrite les insectes. Au pied des serres aussi, on nettoie pas forcément parce que toutes ces herbes abritent tout un tas d'insectes qui sont utiles, pour la végétation, pour, venir, il y a pas que les abeilles, hein, qui butinent et qui Oui, vont fertiliser les fleurs. l'écosystème. Donc il faut qu'on ait tout ça. Ce qu'on appelle aujourd'hui la syntropie, c'est un grand thème à la mode qui arrive. On a différentes strates, herbacées pour nous, on n'a pas les arbres. Ailleurs en Asie, tous les paysans depuis la nuit des temps, sur leurs petites parcelles, il fallait qu'ils mangent. Donc ils ont planté des arbres fruitiers qui étaient plus grands, les herbes, les céréales, les légumes. Pour Donc tout gagner ça en en mélange. surface finalement et enfin, Dans le monde protéger entier, aussi. sur 570 millions de paysans, il y en a 480 qui travaillent moins de 2 hectares. Mmh. La spécificité de l'agriculture, c'est la petite surface. Mmh. En Asie, en Chine même, le plus grand producteur de riz, c'est des exploitations d'1 hectare Et ils qu'on arrivent. travaille manuellement. Mmh. On voit sur tout un tas de vidéos qui sont très intéressantes, chinoises. Ils travaillent comme nous, les mêmes légumes, sur des surfaces, incroyables, manuellement. Donc ils se sont inventés des outils qu'on achète pour nous là sur 1 000 m² parce qu'ils travaillent de la même façon. Mmh. Ils font de grandes surfaces, mais tout à la main. Et au niveau du rendement, ça fonctionne? Oui, Et au ils niveau de ont la productivité, ah là, des bénéfices, parce que forcément le coût humain, oui, oui, il y a il faut que ça rapporte. mmh mh. Dans le monde entier, nous, cette technique-là moi je la remets à la mode en France, où elle a été inventée, où je l'ai apprise à l'école, hein, puisque c'est ça qu'on nous apprenait avant dans les lycées. Mais ça fait 50 ans qu'on a jeté tout ça à la poubelle pour, faire des méthodes hollandaises. Quand j'ai commencé moi, il n'y avait pas les godets en plastique, hein. On faisait les semis dans les couches, on arrachait tout à racines nues, on allait repiquer tout à racines nues. Et puis du jour au lendemain, le patron m'avait dit: «Tu sais Christian, on va tout casser tout ça, les couches, bref, tout ce qu'on lit dans le livre de Moreau et d'Averne, il y a 180 ans, Mmh. je l'ai pratiqué, à l'école et en entreprise en 1970, 80. Et puis du jour au lendemain, on a tout jeté à la poubelle pour moderniser les choses parce que la génération qui a pris le pouvoir dit: «Ah, les méthodes à papa, c'est fini, on va faire comme les Hollandais, on va passer à autre chose». Mais les Américains avaient besoin de trouver ces techniques-là pour des petites surfaces, comme ils Ouais. étaient en avance sur nous. Donc ils ont remis ça à la mode, et aujourd'hui, la French méthode avec ce fameux double bêchage où on bêche à 60 centimètres de profondeur, c'est enseigné dans 150 pays. Ouais. Et c'est ça que la FAO enseigne aussi pour sauver les agriculteurs de la famine, de la faillite, puisque ça permet d'avoir de très gros rendements OK. sur une toute petite surface. Donc cette méthode, French méthode, dans les documents officiels, de partout sur internet, maintenant c'est parti dans d'autres choses, c'est de l'agro-horticulture, on appelle ça maintenant. Ouais. Puisqu'on est agricole, mais en même temps on utilise des techniques plus de l'horticulture plutôt que de l'agriculture parce qu'on n'a pas de gros engins. Mmh. Donc cette agro-horticulture, issue de cette méthode-là, sauve tous les petits paysans sur la planète. C'est enseigné par la FAO, par Bill Gates, par toutes les ONG qui travaillent sur le sujet. Et quelles sont, les principales difficultés que vous avez aujourd'hui dans votre métier ou que vous avez dans l'enseignement que vous faites, aux gens qui arrivent? C'est 2 choses différentes là. Les gens qui viennent apprendre ici sont des gens qui se recyclent. Donc il y en a qui sont doués manuellement, d'autres qui ne le sont pas. Mmh. On avait un professeur de fac qui vient de Tokyo, donc un Français qui a vécu toute sa vie à Tokyo. Mais par déduction, il s'est dit: «Il faut que j'aille dans l'agriculture parce que là, avec mes mains, je pourrais peut-être m'en sortir». Il avait jamais rien fait de ses 10 doigts à 60 ans, Et oui. jamais cuisiné. Donc d'autres, au contraire, sont des anciens mécaniciens, donc ils sont très manuels. D'autres sont très intellectuels, donc il faut arriver à les recadrer et à les amener à avoir cette gestuelle, maraîchère. Après ça, au niveau agricole, on a des problèmes, oui, complètement différents. Cette année, on a beaucoup souffert, de la chaleur. Mmh. On Je note les températures, tout le temps, hein, tous les jours, le mini, le maxi. Heu, Là, on est passé, tout l'été, à 45-46, 52-55-57 degrés.
Au soleil, hein. Oui. Moi, je prends la température au soleil, celle que mes plantes reçoivent et celle que nous on reçoit sur la tête, hein. Mmh. La prendre à l'ombre, à l'abri, ça m'intéresse pas. Donc ces températures-là sont excessives, hein. Mmh. Pour avoir la température au sol, j'ai dû acheter des les thermomètres qu'on met dans les fours. Ah oui. Parce que le thermomètre normal à 50 degrés, il explose en bas par terre, parce qu'on est à 65-70 Oui, degrés au oui. sol. Mmh. Donc c'est excessif, hein. Donc comment est-ce que je vais lutter contre ça? Donc il me faudrait des ombrières, absolument. Installer des ombrières là, quand il y a un coup de Mistral à 100 à l'heure, qui arrache tout, c'est compliqué. Donc il faudrait les sceller et tout. C'est un investissement qu'on ne peut pas faire. Donc il faut qu'on trouve avec des végétaux. Mmh. Donc on a essayé le sorgho, de faire des rangs de sorgho tous les 10 mètres pour avoir un peu d'ombre, hein. Sur les tomates. Les tomates vont faire de l'ombre aux légumes du sol, on a dit tout à l'heure. Donc il faut qu'on arrive à trouver quelque chose. Et aussi, le problème de l'arrosage. Oui. L'arrosage, les quantités d'eau à mettre, c'était là, on a dû quelquefois mettre 2 fois, 3 fois de l'arrosage par jour Mmh. parce qu'on voyait que les plantes souffraient. Oui. Ça empêche. L'évaporation, mais alors on consomme beaucoup plus, hein. Mmh. Bien sûr. Même si c'est au goutte à goutte, hein, ça pose problème. Donc les plantes ont beaucoup, beaucoup souffert. D'où l'intérêt d'aller trouver d'autres solutions comme ces fameux rétenteurs d'eau pour lesquels, qui commencent à arriver sur le marché en bio, très difficile à avoir. Séquencer ou faire à des mulches de matière organique maintenant aussi pour couvrir le sol, pour empêcher l'évaporation, pour la retenir là, ou bâcher avec des bâches, en toile tissée aussi pour qu'on retienne l'humidité au niveau des racines quoi, hein. Puisque l'évaporation va être bloquée, donc l'eau va condenser et va Je retomber redescends. là. Mmh. Donc il faut qu'on arrive à trouver des solutions comme ça. Et enfin, on en parlait tout à l'heure, mais du coup, il y a des startups qui viennent vous voir pour tester un petit peu, Oui, des choses qui il existe sur le marché énormément de produits qui peuvent retenir l'eau au niveau des racines. mmh mh. Des petits granulés comme du gros sel qu'on va mettre, dans le sol, ou au pied d'une plante qu'on va repiquer et ce granulé va gonfler 300-400 fois son poids en eau. Mmh. Donc et les radicelles vont ou les mycorhizes vont pouvoir percer ça, pour aller prendre cette eau. Donc on va installer des gourdes au niveau des racines, hein. C'est comme ça que je le matérialise, hein. Donc ces petites gourdes et la plante va pouvoir prendre l'eau quand elle le veut. Parce que nous, professionnels, on va lui donner avec un programmateur à cycle régulier, Oui. mais ça suffit pas, hein. On nous dit à nous qu'il faut boire tout le temps. Effectivement, c'est mieux quand on boit régulièrement que quand on boit qu'une fois par jour. On est obligé de modifier notre manière de travailler, complètement. Oui, parce que Et c'est finalement, vous faites, pousser, des choses que vous ne voulez pas, ben oui, en dépit de ça sert à rien. Donc, on Ah. va passer 30 ou 40 du temps à désherber, c'est pas le but, hein. Donc même si on n'aime pas le plastique, les gens qui viennent ici ont une philosophie de bio, donc souvent ils veulent pas entendre parler de plastique. Bah, c'est la question que j'allais vous poser, quel Ça est y a pas de problème. l'impact de, finalement, ce plastique sur votre production? Parce qu'il y a des microparticules et que ce Bah, le plastique, on n'a pas le droit d'utiliser des bâches noires comme on voit dans les champs des autres. La toile tissée, heu, on la garde 7, 8, 10 ans. mmh Elle est beaucoup plus durable. Donc mais il faudra bien qu'on trouve une solution. On ne va pas passer la moitié de notre vie à désherber, ça, c'est pas possible. Ça décourage tout le monde, on a autre chose à faire. On est là pour produire, pour gagner sa vie. Donc la bâche est plus rapide à mettre que le compost, à étaler sur le sol. Il faut aller le prendre et c'est physiquement plus compliqué, plus dur. Mmh. Donc il faut qu'on mélange tout ça. Il faut qu'on arrive à donner aux nouveaux arrivants en agriculture un métier qui ne les pénalise pas dans leur vie privée. Ils étaient déjà en burn-out dans leur ancienne profession, c'est pas pour retourner dans un truc de fou en agriculture. Vous avez vu au fur et à mesure des années un changement de mentalité des personnes qui veulent, au-delà des gens qui veulent se reconvertir, mais heu, le côté pro, équilibre vie pro perso est plus important aujourd'hui? Oui, ça, c'est beaucoup plus important. Oui, Mmh. oui. Ils ont tous eu des tas de problèmes, donc maintenant je fais 8 heures. Ici, quand ils arrivent, on signe un contrat, c'est comme si on était un salarié, mais ils Mmh. sont le terme officiel, c'est stagiaire, c'est 7 heures par jour, c'est 35 heures. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est possible dans l'agriculture, bio? Oui, c'est possible, hein, puisqu'on n'est plus au 19e siècle. Mmh. Cette technique, issue du 19e siècle, modernisée quand même, donc on ne fait pas 15 heures par jour, on fait 8 heures par jour. Mmh. On a des tuyaux d'arrosage, on a des programmateurs, on a des engins pour retourner le sol, enfin, on a du modernisme, hein. Mmh. Ce qui fait qu'on passe plus 15 heures à arroser, quoi, hein, avec un arrosoir de 10 litres, Mmh. c'est pas possible. Donc et puis, tant pis, c'est pas propre, il y a un peu d'air, bah, ça fait rien. Le principal, c'est que les cultures soient correctes, que les récoltes soient suffisantes pour qu'on puisse vivre. Et du coup, comme on parle un peu là aujourd'hui de consommation, est-ce que,
vous avez vu aussi un changement au niveau de la consommation, des Français sur, la vision déjà du bio et leur consommation au quotidien? Beh, de l'expérience des clients directs qu'on a, c'est variable. On a des gens qui veulent du bio, mais qui ne respectent pas le travail qu'on fait. Mmh. Ça, c'est donc on a stoppé là cette clientèle. Bon, c'est embêtant, on a C'est-à-dire qu'ils respectent pas à quel bah, niveau? c'est-à-dire qu'au niveau du bio, on n'a pas des produits de traitement rémanents. C'est-à-dire que si je vais traiter j'ai un problème, je vais traiter, avec un produit agréé, mais qui n'a pas une durée de vie très longue. Mmh. Donc, si je répète pas, si le problème persiste et que je répète pas, je vais avoir des légumes qui sont peut-être pas très, très beaux. D'accord. Bon, il y en aura des parfaits, mais on va pas tout jeter. Donc, Oui. il y a une clientèle qui, au contraire, vient chercher ces légumes un peu balafrés. Oui, oui. Et puis, il y en a d'autres qui, soi-disant, veulent aider les Les agriculteurs producteurs bio, bio. mais qui veulent des trucs parfaits. Mmh. Donc, il y a un peu un contraste. Nous, il faut qu'on se diversifie, Mmh. heu, pas dans la restauration, mais Dans la dans quelque chose qui y ressemble et surtout dans la transformation. Parce que le lundi matin, quand on vient, forcément, les courgettes, elles ont 60 centimètres si on les a oubliées. mmh, Puis si on vient pas le samedi, dimanche, les courgettes, elles sont c'est énorme. trop grosses. Oui, oui, oui. Les premières aubergines sont toujours déformées. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Si quelqu'un accepte de les acheter, ça va, mais en règle générale, c'est compliqué. Mmh. Donc tous ces légumes un peu mal formés, il faut qu'on d'office, on les transforme. Mmh. Donc ça, c'est une orientation majeure qu'il faut qu'on ait pour pouvoir, poursuivre le métier. Et au-delà de justement, les consommateurs que vous avez comme dans des marchés et cetera, vous passez aussi par des distributeurs. Mmh. Quel est l'avantage de passer pour vous par des distributeurs? Bah, le distributeur, finalement, pour moi, c'était indispensable. Quand on s'installe, on cherche d'abord sa clientèle. Oui. C'est obligatoire. On ne va pas commencer à semer et voir les clients après. Non, non. Donc, quand j'ai voulu créer mon école là, j'avais mon gros calendrier de culture, j'avais tout mon projet et puis je me suis dit: «Où est-ce que je vais vendre, toute la production de mes élèves? Comment je vais faire?» On va pas faire les marchés, les AMAP, on va pas les multiplier à l'infini, donc il faut que je trouve un grossiste. Mmh. Donc je suis allé voir le grossiste qui est à 1 kilomètre, je lui ai présenté mon projet et puis il m'a dit: «C'est intéressant, oui, des produits bio, j'en ai pas, j'en ai besoin pour ma clientèle qui m'en demande là sur la croisette» et petit à petit, bon, à force de parler, on a vraiment sympathisé, puis c'est devenu un partenaire de l'école. Oui. Donc je peux travailler la tête, reposée, Mmh. on produit, on vend au grossiste. Donc Qui valorise le l'entreprise produit Balico aussi, et qui va en faire publicité, à ses clients, hein, oui, bien sûr. non, Mais ça me permet de travailler sereinement, oui. tranquillement. Toujours en ayant Ah cet vraiment. ancrage local puisque du coup c'était On a fait l'ancrage près de local, chez vous, on sait que et nos on vend à marchandises côté. ça m'évite d'aller faire le commercial, on s'était mis d'accord, il me dit: «Écoute, les privés, tu te les gardes, tous les professionnels, tu nous les laisses». Mmh. Et c'est parfait, je ne peux pas aller livrer de toute façon, j'ai pas la quantité, Mmh. j'ai pas la diversité pour aller livrer, Les camions même, un sur la restaurateur, hein. logistique, c'est compliqué. Le restaurateur, il va être fixe, et puis si moi j'ai un problème, hein, sur une culture que je peux pas livrer la quantité, Mmh. ben, le grossiste, il a Mmh. pour faire la quantité de la commande qu'il a, qu'on lui a passée. Donc non, non, le travail avec un grossiste, j'ai toujours dit que c'était pour moi un partenaire et une solution rêvée, intéressante et je commence à faire partager ça aux élèves qui voient effectivement que, C'est ben, un avantage. on n'a pas besoin, on produit, on va au bureau, dans son champ, on fait son travail, on récolte, on va livrer chez le grossiste et puis on rentre à la maison. Mmh. On n'a pas à aller oui, on va peut-être gagner plus au marché, mais on va en vendre moins Oui. et Après c'est bien on va y sorti passer de d'avoir le oui, privé, le mais s'il faut aller faire le dimanche, le marché, oui. Mmh. il faut le préparer le samedi ou le dimanche matin, il C'est faut se ça, lever à c'est 5 heures encore, il faudrait prendre un jour dans la semaine, puis on ne le fait pas. Donc on travaille, toute la journée, toute la semaine. oui, Donc ça c'est épuisant. de tous les élèves qui sont passés là, donc en gros 25 sur une formation d'une année, il y en a qu'un seul qui s'intéresse au marché. OK. Un seul Mmh. Mmh mh. et il a trouvé son équilibre là à Mougins, il est heureux parce que il a le bagou, ça lui plaît donc La vente, mais c'est son truc aussi quoi, c'est pour ça. je leur dis: «Marcher, c'est bien, mais à condition que ça vous plaise». Oui, oui, complètement, oui. À lui, il va faire son théâtre, il est Oui. tout content. Mmh. Donc il a trouvé un autre collègue là, Didier, qui va aller avec lui sur le même terrain. Donc pareil, lui aussi, il a été boulanger lui, Mmh mh. pâtissier. Donc Oui, il avait une boutique déjà, il a l'habitude du du contact. commerce, du contact. Donc il va aller ils se sont trouvés et ils vont faire, les marchés. Mmh. Mais les autres n'ont pas envie.
Il y en a qui préfèrent vraiment le panier, de clientèle privée. Mmh. Moins, mais un peu plus cher. Donc chacun va trouver Chacun son équilibre. Oui, 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 son modèle en fonction de ce qu'il veut faire et des oui. clients qu'il veut Là, atteindre. j'en ai un nouveau qui s'installe. On a fait son business plan hier, à la coopérative, non, Balico, tout ça, non, moi je préfère le particulier. Je préfère le particulier. Mmh. Mais d'autres, et pour moi, école, c'est une solution rêvée, quoi. Je peux pas sans Balico, je Mmh. ferais rien, quoi. Et donc, juste pour terminer cette interview, on parle aussi de consommation et si vous deviez nous résumer, pour vous, votre vision de la consommation de demain? Ah, Mmh. moi je pense que je mange des légumes à n'en plus finir, même avant que je les produise, et maintenant que j'en produis, je mange pratiquement plus que ça. Et déjà réduire les quantités, on n'a pas besoin de se gaver. Peut-être qu'avec l'âge, on mange moins, c'est sûr. À 30 ans, on a besoin de manger beaucoup. D'avoir un steak comme ça dans l'assiette, Mmh. même si on en mange un comme ça, à 3:00, l'après-midi ou à 5:00, on a encore faim. Le soir, on a faim, quoi, ça n'a pas nourri. Donc il faut apprendre aux gens à mieux se nourrir, on entend tout un tas de choses, sur, les différentes qualités des aliments, les fibres, les machins. Donc ça, on devrait apprendre ça à l'école. Mmh. Maintenant, il faut réapprendre, à jouer avec la nourriture. Très bien. Bah, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous.